Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux. Meguan. Et Valentin Floquet. Pour vous présenter ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan, comme tous les dimanches. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore une fois des questions diverses, mais plutôt culturelles. Pour Lisa et moi, on dirait. Tout à fait. Moi aussi, c'est culturel, c'est un autre type de culture. Oui, c'est vrai. Tout à fait, voilà. C'est une émission très culturelle. Alors, Nous sommes financés par le ministère de la Culture. Non, rien à voir. Je vous propose de commencer par mon sujet, puisque c'est un sujet qui est proche d'ici. Ah, proche d'accord. de nous. Puisque Ça se passe au Grand Hôtel, à Grand Hôtel. Non, de l'autre côté de la rivière, au Musée des Beaux-Arts de Taipei. Ah. En fait, je voulais vous parler d'une exposition de photographie qui est actuellement exposée au musée et qui se tient jusqu'à dimanche prochain. Donc, il n'y a plus qu'une semaine pour y aller. Ah. Et donc, je voulais appeler nos auditeurs à s'y rendre s'ils n'y sont pas encore allés. S'ils sont à Taïwan, bien sûr. Et s'ils sont à Taïwan, bien sûr. C'est l'exposition sur le photographe René Bury. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout perso. Voilà, donc c'est un célèbre photographe suisse qui est né en 1933 et décédé en 2014 et qui faisait partie de l'agence Magnum, qui est une des agences de photographie journalistique les plus célèbres au monde, qui a été cofondée à New York, notamment par le photographe français Henri Cartier-Bresson, qui était justement le mentor de René Bury. Qui était en exposition aussi au musée des Beaux-Arts de Taipei il y a quelques années en fait. Ah d'accord. Il y a l'année dernière ou il y a même 2 ans, je crois, on avait fait une émission dessus. Oui. Voilà, donc René Bury a photographié beaucoup d'événements historiques au long de sa carrière, et notamment dans les années 50. Donc il a photographié la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la crise de Cuba, toute la transformation de la Chine à cette époque aussi. Il est aussi allé en Amérique du Sud pour photographier les derniers gauchos. Et donc voilà, comme je ne suis pas experte en photographie, je ne connaissais pas son nom. Son nom ne me disait rien, je dois l'avouer. J'ai l'impression d'avoir entendu en fait. Mais j'ai vite appris que c'est lui qui avait fait cette photo qui est mondialement connue de Che Guevara. Je voulais imprimer pour que vous voyez. Avec le cigare en voilà. fait. Ah, c'est lui. D'accord. Voilà, donc on le voit, c'était photographié en 1963 dans son bureau à la Havane lorsqu'il était ministre de l'Industrie et directeur de la Banque nationale. Et voilà, c'est vraiment une image qu'on a tous en tête, je pense. Et on apprend justement que le Che avait accepté une interview de la part d'une journaliste de Look, le magazine Look, et qu'on lui avait donc proposé de l'accompagner pour photographier le Che pendant cette interview. Et il avait passé toute la durée de cette interview, c'est-à-dire 3 heures à le photographier de tous les côtés. Et le Che avait tenté de convaincre la journaliste que la révolution cubaine et le modèle social et économique de Cuba donc, a été un franc succès. Et donc c'était vraiment apparemment une bataille entre la journaliste et le ministre cubain. Donc. Et le photographe raconte qu'il a pris plus de 500 photos ce jour-là en l'espace de 3 heures. Donc il l'a pris vraiment sur tous les angles. Et c'est vraiment une série qui est devenue célèbre. Et je pense qu'il avait sans doute conscience que c'était un moment historique puisque le Che est mort environ 4 ans après cette rencontre. Donc c'était un peu... Bon, il y a eu d'autres occasions de le photographier après ça, mais plus beaucoup. Et donc dans cette exposition, il y a aussi une très belle série qui est réalisée au Brésil, à Sao Paulo notamment, où il a pris, donc c'était en 1960, il y a une photo qui est restée très célèbre d'une terrasse d'un haut building avec des personnes en costume qui marchent, on ne sait pas trop qui sont ces personnes, et on voit ensuite ils marchent vers leur ombre, et il y a aussi une sorte de plongeon sur la gauche, où on voit en bas la circulation, et c'est une photo qui ressemble un peu à un collage, vous pouvez voir la photo là, celle en bas. Et ça ressemble un peu à un collage, et d'ailleurs René Bury faisait beaucoup de collages, donc il y avait toute une partie de l'exposition qui était consacrée à ces collages, avec parfois des associations très humoristiques. Donc par exemple, il colle sa tête sur une estampe japonaise de geisha. Donc voilà. Donc il avait pas mal d'autodérision aussi. Donc c'était assez rigolo. Et il a aussi photographié une exposition sur Pablo Picasso. Il a notamment le célèbre tableau Guernica lors d'une expo à Milan. Et aussi Pablo Picasso lui-même. Donc il y a une photo qui est assez célèbre aussi, où il est torse nu
dans un hôtel, je crois, à Cannes. C'était en 1957. Voilà. Et il a aussi passé beaucoup de temps en Asie. Donc, il est allé au Japon, en Chine, en Corée. Il a notamment pris cette photo-là, qui est restée aussi célèbre. C'est des GI avec des prostituées coréennes dans un village. Et sinon, sa première visite en Chine remonte à 1964, un voyage au cours duquel il a été invité à un banquet par Zhou Enlai lui-même. Voilà. Donc, Et la photographie de Zhou Enlai. sans doute, oui. Et il y est revenu plusieurs fois, parfois pendant de longues périodes, notamment pour filmer un documentaire avec sa femme en 1965. Il a aussi visité la ville natale de Mao Zedong et il est aussi retourné en 1985 pour le 50e anniversaire de la Longue Marche. Voilà, Wow. pour faire un projet sur ça. Et... Vous connaissez la ville natale? Désolé, je regarde un Non, peu, je suis jamais allée, mais j'aimerais bien. Vous connaissez, où c'est? Non, je sais pas où c'est. C'est dans le Henan, c'est ça? Hunan. Oui. Ça s'appelle Shantan. Je crois que c'est un village, mais qui est devenu un peu plus qu'un village maintenant. Non, Oui, bon, Sûrement. une ville. C'est la banlieue c'est la lointaine banlieue de Changsha qui est le chef-lieu de la province du Hunan. Alors, tu es allé visiter? Oui, cette ville? j'ai pas trouvé ça très intéressant personnellement. C'est tout un peu autour du Et personnage. c'est parce que tu n'es pas communiste. Oui, peut-être. Sinon, ça t'aurait intéressé. Non, mais je veux dire dans le sens où tout est arrangé pour faire du tourisme autour de l'endroit, mais c'est... C'est comme le mémorial Chiang Kai-shek, mais à l'échelle d'une ville, en fait. On s'ennuie très vite, je pense. C'est un peu ça. C'est un peu... en plus, c'est voilà où Mao Zedong a donné manger aux cochons. Enfin, voilà. La ferme dans laquelle il a grandi. C'était un véritable héros. On a créé comme un héros, en fait, Oui. pour le peuple chinois. Il a aussi photographié les manifestations de la place Tiananmen en 1989. Et il est ensuite retourné en 2004 et en 2005 pour des projets personnels. Et il était déjà assez âgé, je crois, il était peut-être septagénaire à ce moment-là. Donc, il est vraiment resté actif très longtemps. Et il a aussi commencé très tôt, puisque j'ai appris qu'il avait commencé la photographie à l'âge de 13 ans, lorsqu'il a pris sa première photo pendant la visite d'État de Winston Churchill à Zurich, d'où il vient, en 1946. Donc, assez grandiose quand même pour un début, je trouve. C'est pas la fête foraine du coin, quoi. Non, ni le jardin à côté, en fait. Ouais. Effectivement, Donc, c'est quelqu'un qui sait saisir les grandes occasions, on pourrait dire. Ouais, donc c'est un peu de chance aussi, et puis du talent, un œil... Voilà. Du coup, il donc nous c'était reste... vraiment une belle expo, et Oui. il reste une semaine pour aller la voir, donc je vous invite vraiment à ne pas rater. Ouais, c'est juste à côté de la radio, donc voilà, un matin avant de venir à la radio. Au moins, c'est quelque chose que je peux comprendre, c'est pas Ouais. de l'art abstrait. Oui, c'est pas trop abstrait, ça va. Ouais, on est encore dans la veine du photoreportage, t'as notre initié portée. notamment par Henri Cartier-Bresson. Alors, du coup, ton sujet me permet de parler des coupons culturels pour les jeunes. Mhm. Du coup, les jeunes, s'ils veulent aller voir cette exposition photographique au musée des Beaux-Arts de Taipei, ils peuvent utiliser des points qui sont proposés par le gouvernement pour des activités culturelles. Mais je veux quand même préciser que l'exposition coûte à peine 30 NT pour rentrer oui, au musée, justement. donc 1 euro. Justement. Et 15 NT, donc moitié prix si on Pour les habite à jeunes. Taipei. Ah, si on habite à Taipei. Voilà, du coup, ça veut dire sur les 1200 $ taïwanais que le gouvernement offre aux jeunes de 18 à 21 ans. Donc, 1200 $ taïwanais, c'est à peu près 35 €. Et chaque dollar taïwanais vaut 1 point. Et du D'accord. coup, cela veut dire qu'un jeune peut aller au musée de Taipei pour 15 points. Voilà, il lui reste beaucoup d'autres points à utiliser dans d'autres activités culturelles. En fait, le gouvernement avait mis en place ce système de coupons culturels pour les jeunes pour dynamiser le secteur qui a largement souffert de la pandémie de Covid-19. Et ce qui fait que les jeunes peuvent utiliser ces coupons pour aller au cinéma, au musée, aux ateliers culturels, au spectacle,
au théâtre, mais aussi visiter des parcs culturels ou pour participer aux différentes activités organisées par des parcs. Est-ce que ça part pour les parcs naturels aussi? Les parcs naturels, non, c'est moins culturel. Et je pense que ce qui mérite d'être cité, même si c'est un système qui est apparemment inspiré de l'Europe, le gouvernement n'a pas précisé quel pays européen avait ce genre de mécanisme pour encourager l'approche culturelle pour les jeunes. C'est la France? Je sais que quand j'étais plus jeune, on avait des chèques culture. C'est peut-être ça. À Paris, il y a plein de choses. Pas que ça, mais il y avait tous les dimanches gratuits. C'est pas pour les... C'était pour toute la France, je crois. Pour la France, oui. Mais ce qui change, je pense, pour Taïwan, c'est que lorsqu'on va au cinéma, on ne peut pas utiliser pour voir, par exemple, un film hollywoodien. Donc, si on va seulement voir des films taïwanais, on peut profiter de ce système. Et je trouve ça très, très bien, en fait. Du même pour d'autres activités qui sont proposées par des groupes taïwanais. Je pense que dans cette initiative, il y a aussi ce côté de soutenir vraiment le secteur culturel taïwanais, en fait. D'accord. C'est vrai qu'en France, je me souviens que c'était pour toutes les activités. Mais en revanche, la France a aussi une politique pour favoriser les films et les contenus français. Donc bon, ça s'équilibre un peu aussi. Oui, et en plus... C'est la première fois que Taïwan fait ça? C'est la première fois que ça suit. Avant, c'était des coupons culturels pour l'ensemble des Taïwanais au moment où il y avait la crise de Covid-19. C'était pour encourager des dépenses culturelles. Mais là, cette fois-ci, c'est uniquement réservé aux jeunes. Donc, il y a environ... 1 million de Taïwanais âgés de 18 à 21 ans qui peuvent profiter de ce système, et cela dans 22 comtés et villes taïwanais. Donc c'est assez large. Et en plus, ce qui est bien dans ce système, c'est qu'il y a des librairies indépendantes qui ont rejoint aussi ce projet. Et si on va acheter des livres dans ces librairies, on peut profiter 1 point offert pour 2 points dépensés. Ça veut dire si on utilise uniquement cette somme d'argent dans les librairies indépendantes, on peut avoir $1 800 taïwanais au lieu de 1200. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment très bien pensées en fait pour encourager le secteur culturel. Et pour les différents spectacles, il y a aussi des salles ou alors des compagnies qui s'associent à ce programme en proposant des offres professionnelles, des offres promotionnelles en fait, avec des sièges réservés aux jeunes. Donc, une place coûtera à moitié prix aux jeunes aussi. Et du coup, tout cela ont été mis en place pour encourager les jeunes. Et le ministère encourage en plus en faisant des 200 000 prix à tirer au sort si on gagne, si on est tiré au sort. C'est comme le Weya, c'est comme le banquet de fin d'année de la radio. Mais la différence, c'est que ces prix sont uniquement des points culturels. Donc ça permet d'avoir, par exemple, il y a 5 000 personnes peuvent avoir 500 points de plus, 20 000 personnes, 300 points de plus, 40 000 personnes, 100 points de plus, ainsi de suite. Du coup, ça fait 200 000 prix en fait sur les 1 million de jeunes. Donc c'est vraiment très, très avantageux pour les jeunes qui veulent aller assister à des activités culturelles. C'est sûr, ça ne permet pas de payer un spectacle qui coûte extrêmement cher au musée national, au Théâtre National, par exemple. Mais au moins, ça permet de financer une partie des dépenses. Sponsoriser une partie. Voilà. Ou alors aller à des spectacles moins chers. Oui, et d'ailleurs, ce qui est bien pensé aussi dans ce système, c'est qu'on peut... tout marche par l'application qui s'appelle Chèque culturel, Monnaie culturelle, pardon. Et du coup, il suffisait de télécharger l'application pour pouvoir le scanner, le QR code à chaque fois si on veut acheter un billet pour tel ou tel événement. Mais ce qui est bien pensé aussi, c'est pour les jeunes qui n'ont pas de téléphone portable, ce qui est très très rare, je pense, pour des jeunes de 18 à 21 ans. Il est possible de faire une demande et d'obtenir tous les QR codes déjà imprimés sur papier
et aller acheter différentes places où on veut en fait. Donc ça, c'est une spécificité qui est mise en place. Alors le ministre de la Culture, Shi Zhe, aimerait atteindre un taux d'utilisation de 60% de ces coupons. Apparemment, c'est aussi une référence européenne, qu'il y a 60% des jeunes sont sensibles en fait à ce genre d'encouragement d'offres promotionnelles. On ne peut pas dire offres promotionnelles, c'est des encouragements culturels en fait. Voilà, donc il faut voir si d'ici l'année prochaine, parce qu'on peut utiliser ce coupon pendant 1 an à peu près, et on veut voir si d'ici l'année prochaine, beaucoup de jeunes Taïwanais auraient utilisé ce genre de points culturels. Et ça va être distribué quand ? C'est effectif depuis le 6 juin en fait, depuis cette semaine. D'accord, depuis le 6 juin et pendant 1 an. Et c'est une opération qui va être reconduite on sait pas. Année par année. Le gouvernement souhaite reconduire cette opération, mais il dit tout de même qu'il veut évaluer aussi les effets de... Oui. Une recommandation pour les jeunes justement qui veulent utiliser ces coupons. Il y a l'Institut des films et de l'audiovisuel de Taïwan, dont on a parlé cette semaine, mais pas pour les bonnes raisons, qui organise une rétrospective sur Ozu, le réalisateur japonais. Oui. Et ça a déjà commencé, ça a commencé le 1er juin. Alors c'est un petit peu loin, c'est à... Panchang Non. Xinjiang. Xinjiang, voilà, ouais. Donc dans le sud de Taipei. Un petit peu loin, mais bon, en métro, on peut s'y rendre. Oui. Et c'est vraiment bien, il y a vraiment des bons films qui sont restaurés, vraiment un très bon programme. Sur peut-être 1 mois ou peut-être même en plus, en général, ce genre d'activité, c'est pas extrêmement cher, en fait. Non. Souvent, c'est peut-être juste 150 ou 200 voilà. NT. Du coup, ça permet aux jeunes de faire différents films, en fait. Oui. Voilà, c'est donc à propos de ces coupons culturels que Taïwan met en place. Et ça marche aussi pour les disques. Donc, si on peut acheter des CD, c'est pas limité. Cette fois-ci, je sais pas, c'est pas limité en détail pour acheter des CD, des chansons taïwanaises. Ouais. Est-ce qu'on peut acheter de la K-pop avec ? C'est ça qui intéresse les jeunes taïwanais. C'est vrai, je sais pas, mais je pense qu'il y a très peu de jeunes qui achètent encore des CD de nos jours, quoi. Certes. En tout cas. Est-ce que tu penses qu'ils vont arriver à 60% ? Je sais pas. Toi, en tant que... Toi. En tant que maman. 60% de quoi ? Taux d'utilisation des coupons. Je pense que oui, parce que les... Ça dépend de la communication. Ça dépend de la communication, mais les jeunes vont se rendre compte très vite que pour beaucoup d'activités, il est possible de payer une partie ou intégralité avec ces coupons. Je pense que ça ira assez rapidement, en fait. D'accord. Mais après, il faut espérer qu'il y a de bons spectacles ou de bons films taïwanais qui sortent en ce moment, qui attirent les jeunes. Je me pose la question si ça peut être utilisé par exemple pour des compétitions. Alors moi je suis dans mon monde de l'internet, etc. Des compétitions de jeux en ligne ou des choses comme ça. Des jeux en ligne, non. je pense pas que ça a besoin d'être encouragé. C'est pas un secteur en difficulté. Je pense. Non, pas du tout. Je sais. Non, mais c'est pour ça que je me pose la question jusqu'où ça va. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme un spectacle? Je pense que c'est plutôt pour les arts du spectacle. Oui, des théâtres. C'est pour ça je me demande juste la limite en fait. Et donc c'est 1200 au total. 1200 au total, et si on l'utilise bien, on peut avoir 1800. C'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Je pense que ça aide. C'est déjà bien. Voilà. Alors on va passer à mon sujet. On va parler un peu d'une série qui vient alors de la 3e saison qui est sortie cette semaine sur Netflix. Netflix, c'est sûr qu'on peut pas payer Netflix avec les coupons culturels. Non, on peut pas. Mais voilà, donc sur Netflix, je regarde un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le rayon taïwanais de Netflix. Et donc il y a cette série que j'avais jamais vue ou j'avais jamais entendu parler qui s'appelle Zhuitiali, qui est une série judiciaire sur un cabinet d'avocats et avec des jeunes stagiaires, un petit peu inspiré, pour ceux qui connaissent, de la série américaine Suits. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série donc, sur les avocats. Et, Est-ce que ce sont des jeunes avocats exploités, c'est ça? Voilà, c'est intéressant. Suits, des jeunes avocats qui s'habillent bien en fait. Non, je pense. Suits, pas du tout. C'est justement un jeune avocat extrêmement brillant qui a une mémoire et je sais plus comment on dit. Mémoire hors du commun.
Non, en fait, tout ce qu'il lit, il s'en souvient parfaitement, mot pour mot. Et mémoire élétique. Enfin bon, vous me corrigez. D'éléphant. Non, oui, mémoire d'éléphant, on peut dire ça. Mais bon, voilà. Et en fait, il a la capacité de se souvenir de tous les textes qu'il lit. Et bon, en droit, c'est quand même très utile. Et donc, en fait, il a pas d'examen. Bon, là, je parle vite fait de Suits, mais c'est pas vraiment l'intérêt de. Enfin, c'est pas du tout le même scénario pour Attends, parce que là, tu nous parles de Suits. Oui, non, parce qu'elle me posait la question. D'accord. Et donc, en gros, voilà, il a cette mémoire. Il a jamais passé le barreau, mais il a déjà fait passer le barreau à plusieurs gens. Et donc, il est recruté par un des grands pontes, un des plus gros cabinets de New York, etc. Voilà. Et donc, c'est une histoire folle où à la fin, ils vont se faire. Moi, je veux pas te faire de spoil, mais voilà, pour cette histoire. Donc, on va passer à Dzuziali, qui est donc cette série taïwanaise. Ça veut dire meilleur intérêt. Voilà, les meilleurs intérêts. Donc, la première saison s'appelle Dzuziali. Après, ils ont donné un deuxième nom à un autre nom à la deuxième saison, même si la série s'appelle toujours Dzuziali. Ils ont fait Tsuejan Li, qui veut dire le combat pour les intérêts. Et le dernier opus de la troisième saison qui vient de sortir s'appelle Dzuijong Li. Donc le dernier. Final. Les intérêts finaux, les intérêts de la fin. Et donc, cette série, donc j'ai pas eu le temps de regarder tout. Hein. Je viens de commencer la série, j'ai vu jusqu'à aujourd'hui 8 épisodes. Chaque épisode fait à peu près 1 heure. Ah oui, tu t'es quand même bien motivé. Ouais. C'était bien alors. Elle est bien, si franchement, elle est pas trop mal. 8 épisodes. Et ça, alors, il y a un très gros désavantage de cette série, c'est qu'elle n'existe qu'en mandarin avec sous-titres en chinois. Donc, quand on parle de vocabulaire juridique, c'est etc., pour apprendre des vocabulaires juridiques, je pense. Du coup, c'est pour pratiquer les news. Voilà, aussi. Pratiquer la traduction de news. Ça parle de harcèlement sexuel parce que c'est le grand mode à Taïwan, en fait. Alors, voilà. Alors, j'ai pas encore été jusqu'au bout, donc certainement qu'il y a il y a 2-3. Il y a déjà eu un épisode où ils en parlent un peu. Il y a aussi eu un épisode, et c'est ça aussi dont je veux parler sans faire trop de spoil sur les histoires. Il y a aussi un épisode sur. Comment ça s'appelle justement, dans le harcèlement sexuel, mais sur une employée de maison indonésienne. Donc il y a ce genre de choses, un peu harcèlement, maltraitance aussi. Et donc par un grand ponte. Alors bien sûr, pour le scénario, ça va être un grand ponte, quelqu'un qui est pressenti à devenir ministre de la culture ou un truc comme ça. Alors c'est que des personnages fictifs, bien sûr, hein, mais c'est intéressant de voir un peu ces intrigues. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce qu'on apprend aussi dans la série, c'est voir un petit peu comment commence un avocat à Taïwan. Alors je sais pas si c'est réel ou pas, j'ai pas revérifié les infos pour savoir, mais apparemment un stagiaire ou ce qu'on appelle un auxiliaire juridique commence après ces années d'études avec un salaire de $22,000 taïwanais. Très très bas, oui. C'est très bas, c'est assez impressionnant. Je connais des avocats qui déconseillent aux jeunes de faire cette discipline tellement. Il y a une question de chance qui joue aussi. Voilà, en fait. c'est trié sur le volet, les cabinets. Donc, ça dépend aussi de où tu fais ton stage. Aussi. Mais même si tu as des contacts. Voilà. Voilà, mais même en général, les auxiliaires sont c'est à peu près tous à la même base, qui est assez très basse. Et en plus, ils doivent tout faire. C'est pas un genre où je me concentre sur la loi. C'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment la personne à tout faire dans la boîte, en fait. Alors, en auxiliaire juridique, justement, ça va être la personne qui va lire tous les dossiers, tous les documents. Chercher les preuves. Voilà, c'est ça. Chercher dans le texte qui est ce qu'on appelle tous les vides juridiques, justement, etc. Et donc, on voit tout ça en mandarin, ce qui est assez intéressant pour ceux qui étudient le chinois, par exemple, de voir un petit peu tout ce vocabulaire. Moi, je le vois surtout de ce point de vue-là, quand je regarde surtout des séries d'un point de vue utilitaire pour mon niveau de chinois. Et donc, j'espère que t'es pas impliqué dans différents dossiers, toi. Non, c'est intéressant. Justement, on va en parler un petit peu après du vocabulaire, mais voilà, pour cette série aussi, ce qui est intéressant, c'est donc ça, c'est le fait que il y a plusieurs profils. Contrairement dans Suits, on a un personnage principal, le garçon apprenti, qui est extrêmement qualifié, brillant, qui a réponse à tout, qui est très très sûr de lui. Ici, on voit des gens beaucoup plus nuancés, un petit peu un anti-héros à la façon des mangas japonais, qui commence, qui est nul, qui sait rien faire, qui est un peu bête.
Voilà. Et donc cet anti-héros, on le voit avec, au contraire, la personne qui la supervise, quelqu'un de très brillant et qui est une femme avocate et qui est très brillant, qui est très sûre d'elle aussi. Et donc c'est quand même assez marrant. Enfin, moi j'aime bien faire le parallèle de deux séries judiciaires comme ça dans un cabinet d'avocats où on voit quand même que le héros, le jeune héros dans l'histoire est un petit peu un anti-héros, quelqu'un qui apprend sur le tas tout ce que ça veut dire être avocat et que la loi c'est pas tout noir ou tout blanc et que il y a pas le bien et le mal dans tout ce qui est juridique et qu'il y a plein de choses comme ça qu'il apprend au fur et à mesure des épisodes. Voilà. Ensuite, voilà. C'est aussi plus proche des spectateurs en fait. Possiblement. Parce qu'on n'est pas tous aussi brillants, il y en a pas, Oui. il y en a un seul sur Mais je sais pas combien. Voilà. On est tous, qu'on débute dans une carrière. On est peut-être un peu tous... moins dans l'affection par rapport à la série américaine, mais dans la série américaine, c'est tellement incroyable que voilà, tout le monde est accroché parce que c'est le rythme à l'américaine des séries fait que voilà. Donc là, c'est un peu plus lent. Justement, c'est des épisodes de 1 heure, alors que Suits, je crois que c'est plus 30 minutes, 40 minutes. Donc tout ce rythme, etc., est assez intéressant à voir. Et je vous conseille en tout cas pour ceux qui sont à Taïwan et qui parlent un peu mandarin, parce que là, par contre, il faut s'accrocher. Mais moi, des fois, je dois faire pause et je dois lire les sous-titres pour être sûr de ce qui est dit. C'est pas évident, hein. Des donc, vocabulaires en droit. Voilà. Je pense que même les Taïwanais auraient peut-être un peu de mal. Je pense que quelle que soit la langue, c'est ça en fait. On connaît des termes et on sait même pas forcément ce que ça signifie en fait. Après, ça reste assez simpliste. Justement, là, j'ai pris des 2-3 mots issus d'un épisode seulement. Tu nous fais un cours de chinois juridique, c'est parfait. Justement, je vais plus te demander à toi, Lisa, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de Shi Wu Suo ? Qu'est-ce que c'est un Shi Wu Suo ? Shi Wu Suo. On reste dans le cadre judiciaire. C'est une sorte de bureau, mais... C'est un cabinet d'avocats. Un cabinet. D'avocat. Fating, ça c'est facile. Fating, la cour. Enfin, le tribunal. Anzi. Anzi, c'est un cas. Un cas, un dossier. Une affaire. Un dossier. Chisu. Chisu, c'est faire le procès. Enfin, porter plainte contre quelqu'un. Porter plainte, poursuivre en justice. Mise en accusation. Juntu, ça c'est facile. Juntu, l'épreuve. Ouais. Tianfang. Tianfang. Prison. Non. Centre de détention. Non, Tiancha de Tian. Tiancha de Tian. Et Fang, c'est... Fang, parti. Parti. Ouais. Difang de Fang. Du coup, la salle d'interrogatoire. C'est plus compliqué déjà. Là, on est un peu plus dans le technique. C'est le procureur. Le procureur. La partie des procureurs. Ouais. Tianfang, comme les personnes... oui. La partie. Après, là, deux, trois noms de loi. L'antifa. L'antifa, la loi fondamentale sur le travail. Oui. Ketifa. Sur les sciences et les technologies. Oui. Alors après un autre mot. C'est un vrai quiz, hein. Vas-y. J'ai une petite liste encore, mais on va bientôt s'arrêter. Mais Weitoshu. Weituo. Ah, c'est quoi le terme en français ? Je sais plus. C'est en fait c'est quand les avocats doivent représenter quelqu'un, la personne doit signer un papier pour les représenter. C'est pas uniquement, ça marche pas uniquement pour le domaine de droit, ça marche pour tout en fait. Par exemple là, si je dois aller faire un papier au bureau des affaires civiles et que je peux pas y aller personnellement, c'est confier pas une dérogation mais une demande de une procuration, c'est ça. Lettre de procuration. Donc, voilà, on est déjà dans des choses comme ça. On le voit beaucoup, c'est répété beaucoup dans chaque épisode, donc ça permet quand même de faire tout ce vocabulaire. Je vais m'arrêter là, mais bon, il y a encore plein de choses. Un truc un peu plus spécifique, Kwa Hai Su Song. Kwa Hai. C'est un procès qui couvre plusieurs domaines de délit, c'est ça? C'est pays en fait, transfrontalier. International. La mer. C'est dur de deviner sans les caractères, hein. Parce que ça peut être plein de trucs. Moi, au début, j'ai cru Kwa Hai, comme Shanghai. Non. Je me suis dit, c'est peut-être pour un crime avec plusieurs chefs d'accusation, tu vois. Voilà, donc... Ça marche aussi en fait. Et donc pour finir sur ce sujet, on peut dire que sur la saison 2 et la saison 3, il y a eu quand même 150 millions de dollars taïwanais investis. C'était le budget pour ces deux saisons qui font 10 épisodes chacun.
Et voilà, donc pour petite histoire sur cette saison, sur cette série, je vous invite à aller la voir sur Netflix. Si vous parlez mandarin, malheureusement, il n'y a pas de traduction. Et c'est là-dessus que je vais terminer en disant que c'est dommage, parce que ça valait le coup quand même avec un peu de traduction, d'avoir un regard un peu international là-dessus. Ok. Eh bien, merci Valentin, merci à tous les deux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On en parle à Taïwan. Merci. Au revoir. Au revoir.